Qu'est-ce qu'une assurance vie? Comment en ouvrir une? Quelle fiscalité et droits de succession s'y appliquent? Je vous dis tout sur le produit préféré des Français et je vais même finir ce guide complet par une simulation d'ouverture pour que vous ayez toutes les clés en main pour réussir votre investissement. Alors, qu'est-ce que l'assurance vie? C'est un produit d'épargne et ou d'assurance selon laquelle un contrat va s'effectuer avec l'assureur qui s'engage à vous verser une rente ou un capital à vous, souscripteurs, ou alors aux bénéficiaires que vous aurez désignés. Donc, pour la suite de la vidéo, il faut qu'on s'accorde sur 3 terminologies. La première, l'assureur. L'assureur est l'organisme qui vous proposera le contrat d'assurance vie. Le deuxième, c'est le souscripteur. Le souscripteur, si vous êtes ici aujourd'hui, ce sera généralement vous. C'est celui qui souscrit au contrat. Troisième terminologie, le bénéficiaire. Le bénéficiaire est dans la plupart des cas le souscripteur ou alors toute personne qui bénéficiera du contrat. On verra par la suite qu'il est possible de désigner d'autres bénéficiaires et on verra comment le faire. Concernant l'assurance vie, il n'y a pas de limite de versement ni de plafond et c'est là tout l'avantage qu'on a contrairement à certains livrets. Je vous le rappelle, on a fait des livrets complets sur le livret A, le livret d'épargne populaire, le LDDS et vous retrouverez dans tous les cas un plafond limite qui pourra peut-être vous limiter dans vos investissements. De ce fait-là, je vous mets une petite fiche récapitulative en haut de l'écran sur le petit i gris pour que vous allez faire un tour si vous voulez de plus amples d'informations. Concernant l'assurance vie, maintenant on en a de 3 types. Le contrat vie qui, comme son nom l'indique, sera un contrat établi entre l'assureur et le souscripteur en vue d'être toujours en vie à l'issue de ce contrat. Le contrat décès qui permettra de s'assurer en cas de décès. Et on aura un contrat vie et décès qui est un mélange des deux précédents. Le contrat vie, c'est un produit d'épargne. Pourquoi d'épargne? Puisque comme je vous l'ai dit, l'objectif est d'être en vie à l'issue de ce contrat. Alors si vous êtes en vie ou malheureusement décédé avant la fin du contrat, vous aurez un capital ou une rente versée au souscripteur ou au bénéficiaire si différent du souscripteur. L'avantage de l'assurance vie, c'est que vous aurez des avantages fiscaux accordés après 8 ans. La durée du contrat est-elle fixée librement au moment de la souscription? Vous pourrez vous accorder sur une durée précise ou alors sur un événement précis et on verra un petit peu plus tard. Au niveau du contrat décès, ce n'est plus un produit d'épargne mais un produit d'assurance. Forcément, une assurance en cas de décès. Donc si vous décédez avant la fin du contrat, vous avez une capitale ou une rente qui est versée aux bénéficiaires. Les bénéficiaires qui sont de ce fait des bénéficiaires autres que vous, souscripteurs. La fin du contrat peut être définie à l'ouverture ou à la suite d'un événement spécifique comme précédemment, à savoir par exemple étude des enfants. C'est-à-dire que vous pouvez ouvrir un contrat d'assurance vie avec une échéance particulière, à savoir je souhaite ouvrir un contrat d'assurance vie qui se terminera dès lors que mes enfants entameront leurs études et ceci entraînera de ce fait-là automatiquement un déblocage des fonds lorsque vos enfants iront en études supérieures. Et le dernier produit, le contrat vie et décès, est comme vous l'indiquez un mélange des deux précédents, donc un produit d'épargne et d'assurance. Toujours pareil, si vous êtes en vie ou décédé avant la fin du contrat, vous avez un capital ou une rente qui est versée aux souscripteurs ou aux bénéficiaires et des avantages fiscaux qui sont accordés après 8 ans. Alors l'assurance vie, pourquoi? Pourquoi une assurance vie? Eh bien, tout d'abord pour plusieurs raisons. Il y a de nombreux avantages. Le premier, c'est que ça va être des solutions d'épargne. Solutions d'épargne qui vont être de moyen jusqu'au long terme. Je m'explique. Moyen terme, on a vu qu'on pouvait ouvrir des assurances vie dans un cas très particulier, typiquement l'entrée en études de vos enfants, ou alors vous pouvez décider de vous fournir une petite complément de retraite ou de revenus. Donc là, on va viser sur du très long terme et donc à l'arrivée à la retraite, eh bien, vous aurez vos déblocages de fonds qui pourront se faire de manière partielle ou de manière totale. L'autre avantage, c'est que je vous ai dit, l'assurance vie est une niche fiscale. Une niche fiscale, ce n'est pas un mot tabou,
C'est-à-dire qu'il va y avoir quelques avantages fiscaux qui vont être octroyés si vous ouvrez ce type de produit. Et enfin, du coup, le dernier avantage, ça va être l'assurance que va vous permettre d'assurance vie. Vous pourrez transmettre un capital sécurisé en cas de décès. Alors, concernant la souscription de l'assurance vie, le contrat il peut être géré par un assureur, forcément, qui est l'organisme de base, mais il peut être souscrit auprès d'autres intermédiaires, à savoir donc un agent, un courtier, votre banque, qu'elle soit une banque traditionnelle ou banque en ligne, et également auprès d'associations d'épargne. À savoir que dans tous les cas, auprès de chaque organisme, vous avez des sommes garanties à hauteur de 70 000 € par assureur en cas de faillite. Donc si vous ouvrez différentes assurances vie chez différents assureurs, vous avez cette garantie qui se duplique autant de fois. Au niveau des conditions d'ouverture, vous pouvez ouvrir une assurance vie seule, mais aussi de manière conjointe. Il faut dans tous les cas que vous soyez majeur, excepté les majeurs en tutelle, et que vous soyez dans une âge limite imposée par l'assureur. En effet, l'assurance vie, je vous ai dit que c'était pour du moyen ou du long terme, préparer sa retraite. Mais si vous êtes déjà proche de la retraite, l'assureur peut se réserver le droit, en tout cas, dans tous les cas, de ne pas vous fournir ce type de produit parce qu'il ne serait pas adapté à votre situation. Et donc, du coup, au niveau de la dernière condition d'ouverture, il faut s'engager à cotiser et remplir sincèrement un questionnaire médical. Petite remarque, contrairement aux différents livrets aux produits bancaires qu'on avait vus précédemment, la domiciliation fiscale française n'est pas requise, mais certaines assurances la demandent tout de même. Au niveau de la désignation des bénéficiaires, comme je vous l'ai dit précédemment, généralement, vous pouvez, en tant que souscripteur, être le bénéficiaire, mais vous pouvez également désigner d'autres bénéficiaires. Alors, comment cela se passe? Il va falloir en faire mention dans le contrat d'assurance, ou alors lors d'un testament, ou également par simple lettre à l'assureur. Le bénéficiaire peut être n'importe qui, seul requis, il faut qu'il ait au moins 12 ans. Le bénéficiaire doit ensuite exprimer son consentement à l'issue des 30 jours après la signature du contrat. Pourquoi? Parce qu'à l'issue de ces 30 jours, vous avez une période de rétractation de 30 jours, et à l'issue de ces 30 jours, le statut irrévocable prendra son sens. Alors le bénéficiaire pourra exprimer son consentement avec deux procédures distinctes. La première, la signature d'un avenant au contrat par le souscripteur, l'assureur et le bénéficiaire acceptant, ou alors la deuxième méthode est la signature d'un document écrit entre le souscripteur et le bénéficiaire acceptant, suivi de la notification de ce document à l'assureur. Maintenant, passons auprès des obligations qu'a l'organisme d'assurance. Il y en a plusieurs. Avant l'ouverture, il faudra que l'organisme d'assurance vous fournisse un contrat adapté à votre profil. Il faudra également qu'il vous fournisse une proposition complète avec les possibilités de renonciation. La part de renonciation doit toujours apparaître dans un contrat. Vous avez une durée minimum légale de rétractation. Et enfin, il devra vous fournir une synthèse récapitulant les caractéristiques essentielles au contrat. Deuxième obligation de l'organisme d'assurance, ça va être annuellement après l'ouverture. Il faudra qu'il vous fournisse les montants de rendement garantis et les rendements de garantie moyens. On verra plus tard qu'une assurance vie peut être composée d'un fonds garanti et d'un fonds à rendement variable. Il faudra également qu'il vous fournisse les montants de la participation aux bénéfices techniques et financiers et les taux moyens des montants de tous les contrats de même nature. Donc ça, c'était les obligations de base. Maintenant, on va passer aux obligations qu'a également l'organisme d'assurance pour les contrats en unité de compte. Alors, je vous disais précédemment qu'une assurance vie pouvait être composée de fonds garantis, on appellera cette partie les fonds euros, mais également, il pourra y avoir une part un peu plus variable, avec un rendement variable, mais généralement plus élevé, qui sera en unité de compte. Pour l'unité de compte, du coup, l'organisme d'assurance a pour obligation, avant l'ouverture, de vous fournir toutes les performances brutes de frais, toutes les performances nettes de frais. On verra qu'il y aura toute une liste de frais à bien faire attention. Et enfin, il faudra qu'ils vous fournissent les montants des frais et les périodes à laquelle ils se rapportent, les différentes échéances de paiement. Pour les obligations trimestrielles,
vous avez le montant de la valeur de rachat qui devra être fourni, les parts des actifs investis dans les fonds solidaires socialement responsables et finançant la transition écologique. Je vous rappelle qu'on a actuellement un focus sur l'écologie, donc ça devient de plus en plus obligatoire dans toutes les solutions bancaires. Et enfin, il faudra qu'ils vous fournissent l'évolution de la valeur de rachat des engagements. Autre donnée également, ça va être annuellement. Il faudra qu'ils vous fournissent une évolution annuelle des unités et modifications significatives, des frais prélevés par l'assureur pour chaque unité de compte et la quote-part de frais de chaque unité de compte depuis la dernière communication. Enfin, il faudra vous fournir les éventuelles rétrocessions. Les rétrocessions sont les différents paiements perçus par l'assureur directement par lui-même. Au niveau des droits de rétractation, je vous le disais, vous avez toujours un minimum légal de rétractation. Et là, on aura une période de 30 jours calendaires à partir de la date de signature du contrat. Si vous vous rétractez, il y aura restitution des sommes versées dans les 30 jours suite à la réception de la lettre de renonciation. Au-delà du délai de 30 jours, si vous vous rétractez, vous aurez une majoration de 50% des intérêts perçus via le contrat d'assurance vie et 100% de majoration si le délai dépasse les 2 mois suivants. Donc faites très attention, prenez bien en compte ce délai de rétractation de 30 jours. 30 jours, c'est quand même un mois, c'est largement acceptable pour réfléchir. Et ensuite, en fonction de la fiscalité que je vais vous présenter plus tard, il va peut-être falloir plutôt laisser courir ce contrat d'assurance vie plutôt que de faire valoir son droit de rétractation puisque vous allez tout perdre si celui-ci dépasse les 2 mois. Quand je dis tout perdre, c'est bien sûr les intérêts. Au niveau du type de gestion, l'avantage de l'assurance vie, c'est que c'est un produit qui possède plusieurs types de gestion. Vous avez la gestion libre, vous êtes en totale autonomie, vous gérez vous-même le choix des supports, la constitution du portefeuille d'actifs, les arbitrages et également tout ce qui touche au contrat. Vous êtes en totale autonomie, c'est vous qui pilotez. En parlant de pilote, vous pouvez également avoir la gestion pilotée. Cette fois, vous n'êtes plus en autonomie, mais il y a une gestion libre agrémentée d'arbitrage automatique. C'est-à-dire que vous conservez quand même votre liberté de modifier la répartition, mais aussi les options automatiques d'arbitrage. Pour vous donner un titre d'exemple, j'avais ouvert dans un premier temps une assurance vie auprès d'un assureur en gestion pilotée, du coup, avec un arbitrage automatique des plus-values à hauteur de 5%. C'est-à-dire que dès que mes intérêts dépassaient ou atteignaient 5%, j'avais une sécurisation des plus-values qui passait dans les fonds garantis, donc les fonds euros. Autre profil, vous avez la gestion profilée. Donc cette fois, vous avez une gestion 100% automatisée ou sous-traitée à un gestionnaire. Toutes les décisions sont effectuées par les gestionnaires, vous n'avez pas de mots à dire, contrairement à la gestion libre et pilotée. Et enfin, vous avez la gestion à horizon. Donc ça, c'est pour une stratégie d'investissement long terme, c'est-à-dire que votre capital est géré en placement dynamique les premières années et en profil plutôt sécurisé sur les années suivantes. On va retrouver un petit peu la notion qu'on avait évoquée lors du plan d'épargne retraite, à savoir que là, vous avez une vision long terme. Et donc, dans ce cas-là, vous avez un profil plutôt dynamique sur les premières années de votre placement, puisque quand vous êtes jeune, vous n'avez pas forcément besoin de ce capital. Et plus vous vous approchez de l'âge de la retraite, plus vous voulez diminuer de risques afin de sécuriser vos intérêts gagnés pendant cette période dynamique. Ça, c'est vous qui pouvez le mettre en place. Vous êtes libre de vos choix et vous pouvez totalement le discuter avec votre organisme d'assurance. Au niveau des frais, je vous le disais, les frais sont une notion très très importante sur le contrat assurance vie. Les frais vont entacher vos intérêts futurs et donc il va falloir faire très attention à ces différents frais appliqués par l'assureur. Donc il va y avoir plusieurs frais. Le frais de dossier, donc ça va être les frais fixes payés lors de la souscription. Les frais d'entrée, les frais qui vont être appliqués à chaque versement sur le contrat d'assurance vie. Les frais de gestion, donc ça, si vous êtes en gestion par exemple pilotée, il va y avoir des frais prélevés sur toute la durée du contrat, généralement annuel. Et il va y avoir les frais d'arbitrage qui, eux, vont être les frais prélevés pour tout transfert d'une unité de compte à l'autre.
unité de compte à l'autre et ça peut être également d'unité de compte à un fonds euro. Généralement, lorsque vous faites une demande d'arbitrage des fonds euros vers vos unités de compte, il n'y a généralement pas de frais appliqués, ou du moins vous avez par exemple 3 à 5 demandes d'arbitrage qui peuvent être réalisées gratuitement. Ça dépend vraiment de votre contrat d'assurance. Je vous invite vraiment à vous rapporter à votre contrat pour regarder toutes les clauses. Du coup, pour parler un petit peu plus de ces frais, vous voyez que si on a déjà 4 frais, il va falloir choisir vraiment son organisme qui vous fera des frais globaux vraiment moindres et également celui qui vous en exemptera certains. Par exemple, des frais de dossier, pas tous le font. Généralement, si vous souscrivez votre contrat d'assurance vie chez les assureurs directement, vous pouvez avoir des frais de dossier. Concernant les frais de versement, là toujours pareil, il se peut que vous ayez des frais de versement sur le versement initial. Mais il faut choisir forcément un contrat dans lequel vous avez 0 frais. Parce qu'imaginez, vous déposez par exemple 1000 € sur votre contrat d'assurance vie et on vous en prend déjà 100 €. Donc de ce fait-là, vous partez déjà avec un retard sur votre contrat d'assurance vie. Et ça, c'est vraiment pas acceptable pour nous, investisseurs. On va chercher des contrats qui vont nous permettre d'avoir 0 frais sur le versement initial et des frais de dossier, ou du moins sur tout l'ensemble des autres frais, vraiment réduits, afin que les intérêts qu'on perçoit soient vraiment quasiment identiques aux intérêts qu'on percevra net de frais. Alors, au niveau du taux de rémunération, je vous disais qu'il y avait 2 types de rémunération, 2 types de contrats. Les fonds euros, qui sont des fonds garantis, pour lesquels vous avez des intérêts versés par l'assureur, mais vu qu'ils sont garantis, le rendement sera d'autant plus faible. En effet, pour l'année 2021, on comptait à peu près 1,30% ou 1,50% d'intérêts perçus pour les fonds euros. C'est des intérêts nets de frais, mais pas nets de prélèvements sociaux. À savoir que vous avez toujours les 17,2% de prélèvements sociaux qui s'appliqueront en plus sur ces intérêts. Donc, vous voyez qu'avec une inflation qui est aux alentours de 5% actuellement, si vous avez des intérêts à 1,30%, ça reste quand même très peu. Malgré tout, le fait d'avoir de l'inflation va augmenter normalement ce rendement, mais vous oscillerez au maximum vers 1,80% ou 2% grand maximum. Alors contrairement au livret bancaire qu'on a vu, qui est le livret A par exemple, qui était à 1%, ou le livret d'épargne populaire qui pouvait monter jusqu'à 2,20% net de frais et net de fiscalité, là, vous voyez que l'assurance vie sur les fonds euros n'est peut-être pas ce qu'il vous faut. Toujours est-il qu'il y a un autre type de contrat, le contrat en unité de compte. Qu'est-ce que c'est les unités de compte? C'est des fonds qui seront non garantis cette fois. Donc là, à savoir que vous pouvez perdre en capital, mais par contre, vu que vous avez cette notion de risque, eh bien, vous avez un rendement plus élevé. La valorisation des fonds se fait en unité de compte. Ils peuvent prendre la forme d'actions, d'obligations, de parts d'OPCVM ou de parts FIA ouverts pour des investisseurs professionnels. Les OPCVM et les FIA sont des fonds de placement, des fonds communs de placement. Alors, comment ça se passe? Vous pouvez également avoir des contrats multi-supports qui va faire un petit mixte des deux. Et ça, c'est les contrats qui vont être les plus populaires puisque vous aurez une part en fonds euros et une autre part en unité de compte. De ce fait-là, vous pouvez également mettre en place, ce que je vous disais précédemment, un arbitrage automatique de ces unités de compte. Dès qu'on arrive à une certaine plus-value, vous pouvez les basculer sur un capital garanti et vous sécurisez un maximum de plus-value. Il faut savoir que les fonds garantis, donc les fonds euros, le sont parce qu'ils sont, eux, contrairement aux unités de compte, investis principalement sur des obligations. Sur des obligations d'État. On fera des vidéos détaillées sur qu'est-ce qu'une obligation, qu'est-ce que des actions, des fonds communs de placement. Je détaillerai tout ça dans des vidéos futures. Concernant le retrait d'argent sur le contrat. Le contrat détermine la valeur de rachat, donc c'est-à-dire la valeur de retrait qu'il est possible pour vous de faire. Et l'assureur vous en informe annuellement. Ça fait partie de ses obligations. Vous pouvez de ce fait effectuer 3 opérations. La première, ça va être une demande de rachat partiel.
qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que vous pouvez demander le déblocage d'une partie de vos fonds disponibles sur l'assurance vie. Ceci n'entraîne pas la résiliation de votre contrat et vous pouvez tout à fait obtenir ces fonds pour effectuer une certaine dépense. Contrairement au rachat total, le rachat total, lui, il va vous débloquer la totalité des fonds, mais cependant, vous allez entraîner la clôture, la résiliation du contrat. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on va chercher. Pourquoi? Parce qu'on va voir que la fiscalité de l'assurance vie dépend de l'ancienneté du contrat. On va voir qu'il y aura une date fatidique de 8 ans. De ce fait-là, si vous entraînez le retrait total, vous allez être fiscalisé sur ces intérêts, alors que si vous faites un rachat partiel, l'ancienneté de l'assurance vie va pouvoir continuer à courir pour les autres intérêts qui resteront sur l'assurance vie. Enfin, troisième opération, ça va être l'avance. Donc là, vous pouvez demander un prêt de l'assureur sans toucher à vos fonds disponibles sur l'assurance vie. Alors, comment ça se passe? Par exemple, si vous avez besoin d'un certain montant, mais que vous n'avez pas envie d'effectuer de rachat partiel ou de rachat total pour ne pas entraîner, par exemple, la clôture de l'assurance vie ou pour laisser toujours faire fructifier vos intérêts avec le fonds placé sur l'assurance vie, eh bien, vous pouvez demander une avance à votre assureur qui va de ce fait-là vous faire une sorte de prêt, de crédit, de prêt, du coup, et vous faites un crédit auprès de l'assureur, il va vous débloquer un certain montant et vous lui serez redevable d'intérêts pendant une certaine durée. La durée est généralement de 3 ans. Donc de ce fait-là, l'avance peut être intéressante parce que vous pouvez vous laisser vos intérêts et votre capital faire des intérêts supplémentaires et vous pouvez en même temps financer une partie, un investissement autre, type immobilier. Alors par contre, il y a quelques notions à savoir sur l'avance parce que ça peut être assez dangereux. La première, c'est qu'il faut être sûr, dans le plan de 3 ans, d'avoir assez de fonds pour rembourser le capital emprunté et les intérêts que vous devez à l'assureur dus à ce prêt. Si vous ne parvenez pas à régler vos échéances dans les 3 ans, l'assureur va automatiquement arbitrer en faisant un rachat partiel des sommes. Autre point d'attention, c'est que si vous faites une avance et que vous décédez avant le remboursement de ces échéances, il faut savoir que l'assureur va faire également un rachat partiel, voire total de ses besoins s'ils n'ont pas été remboursés. Et également, en termes de succession, si l'assurance vie ne couvre pas tous ces frais-là, vous allez peut-être, vous, successeur, devoir payer ce que le souscripteur devait au niveau de cette avance. Également, si le souscripteur n'est pas le bénéficiaire, il faut qu'il vous demande à vous, bénéficiaire, de lui octroyer cette opération parce que sinon, c'est vous, en cas de décès, qui devez régler les sommes dues à l'assureur. Donc, il faut vraiment faire attention avec ce terme d'avance. Alors, au niveau des conditions du rachat, donc conditions de retrait, il y a plusieurs options si le bénéficiaire a accepté les conditions. Pour les contrats souscrits avant le 18 décembre 2007, si une clause de renonciation à votre droit de rachat est dans le contrat, le rachat est impossible sans l'accord du bénéficiaire. Si pas de renonciation à votre droit de rachat, le rachat est possible sans l'accord du bénéficiaire. C'est pour ça que vous, bénéficiaire, si ce n'est pas vous le souscripteur, vous devez faire très attention au contrat initial et également aux demandes que vous fait le souscripteur parce que vous êtes redevable auprès de l'assureur en cas de problème. Alors pour les contrats souscrits après le 18 décembre 2007, si le bénéficiaire a accepté sa désignation selon la procédure obligatoire, vous vous souvenez, à l'issue des 30 jours, selon les 2 procédures que je vous ai présentées, le rachat est impossible, sauf s'il y a accord par écrit. Tout ceci a pour but justement de sécuriser le bénéficiaire. Si le bénéficiaire a maintenant accepté sa désignation, mais de manière informelle, donc hors procédure, le rachat est possible, et donc du coup, le bénéficiaire n'est pas sécurisé. Au niveau de la fiscalité, et oui, on y passe comme pour tout type d'investissement. Mais vous allez voir, il y a 2 options. Option 1, 100% de capital reste présent sur le contrat. Vous ne touchez à rien, ni le capital, ni les intérêts. Vous n'avez pas de déclaration d'impôt à faire sur les intérêts perçus. C'est-à-dire que vous laissez vos intérêts sur le contrat et les intérêts vont
eux-mêmes fructifier et générer des intérêts. On appelle ça les intérêts composés. Je ferai une vidéo détaillée sur les intérêts composés pour vous expliquer le pouvoir qu'ils ont. Option numéro 2, là, ça va être le retrait partiel ou total du capital que je vous ai présenté précédemment. Et donc là, on va voir plusieurs cas. Le premier cas, donc en cas de licenciement, de retraite anticipée, d'invalidité de catégorie 2 ou 3 ou de liquidation judiciaire, à savoir que ces 4 options que je vous ai présentées là sont valables pour vous, souscripteurs, mais également si ça touche votre époux ou partenaire de Pacs par exemple, eh ben, vous allez être exonéré d'impôts. Donc là, ça peut être très intéressant, par exemple, en cas de licenciement, de voir si votre assurance vie a plus de 8 ans, si vous avez besoin de fonds, de penser à ce petit capital qui reste sur cette assurance vie parce que vous allez être exonéré d'impôts. Également, dans le cadre d'une retraite anticipée, ça, vous l'anticipez, ok, donc vous pouvez également voir au niveau de l'assurance vie, vous pouvez être exonéré d'impôts et ça peut être finalement une solution vraiment très très intéressante. Pour les 2 derniers cas, je veux dire, ils sont un petit peu moins envisageables, même si le licenciement ne l'est pas vraiment non plus. Mais voilà, je vous laisse en tout cas voir si vous êtes dans un de ces 4 cas. Maintenant, au niveau de ce qui est imposable, on va avoir depuis le 27 septembre 2017 une différenciation au niveau de prélèvement forfaitaire unique. Prélèvement forfaitaire unique ou flat tax, je vous rappelle, on l'a déjà vu plusieurs fois, qui est à hauteur de 30% généralement. Donc là, on va parler de tout ce qui touche après le 27 septembre 2017 et on va voir que pour les contrats d'assurance vie qui ont moins de 8 ans, et ben là, le prélèvement forfaitaire unique, c'est comme d'habitude 30% sur les intérêts perçus. Pour les contrats qui ont plus de 8 ans, et là, ça va être tout l'avantage de l'assurance vie, on va avoir une distinction. Effectivement, on va avoir 24,7% de prélèvement forfaitaire unique sur les intérêts si ces intérêts sont inférieurs à 150 000 €. C'est-à-dire qu'on va avoir un découpage qui sera de 7,5% d'impôt sur le revenu et de 17,2% de prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux ne bougeront jamais sur la fiscalité de l'assurance vie. Maintenant, si les intérêts sont supérieurs à 150 000 €, vous aurez 30% de prélèvement forfaitaire unique avec les 12,8% d'impôt sur le revenu et les 17,2% de prélèvements sociaux. Mais il y a une notion à savoir, c'est qu'au niveau de l'impôt sur le revenu, via l'assurance vie, et ça va être vraiment tout son avantage, vous allez avoir un abattement annuel de 4 600 € pour un célibataire et de 9 200 € pour un couple sur ses intérêts. C'est-à-dire que si vous effectuez un rachat partiel de 4 600 € pour un célibataire, ou du moins on va prendre l'exemple que ce soit un petit peu moins de 4 600, vous ne paierez pas d'impôt sur le revenu sur ces intérêts. Vous paierez tout de même les prélèvements sociaux, mais pas d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que si vous faites des rachats partiels programmés annuellement d'un montant inférieur à cette limite, vous ne payerez pas d'impôt sur vos intérêts. Et donc là, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Dernière petite notion que j'ai à vous dire, ça va être on parle de la date de 27 septembre 2017. Il faut savoir que si vous êtes à une date antérieure à cette date-ci, ça fonctionnait un petit peu différemment. À savoir que si votre contrat d'assurance vie avait moins de 4 ans, vous aviez à payer un prélèvement forfaitaire libératoire de 35% en plus de vos prélèvements sociaux. Si votre contrat était entre 4 et 8% d'intérêt, vous payez 15% en plus de vos prélèvements sociaux. Et enfin, si votre contrat d'assurance vie était supérieur à 8 ans, vous repassiez un petit peu comme ce cas-là sur un prélèvement forfaitaire unique de 24,7% avec ces 7,5% d'impôt sur le revenu et de 17,2% de prélèvements sociaux. Alors est-ce que le prélèvement forfaitaire unique, cette mise en place de PFU est une mauvaise chose? On voit que non, puisque pour les contrats d'assurance vie inférieurs à 8 ans, vous payez moins de taxes. Pour le seul
point négatif de la PFU, ça va être pour les intérêts supérieurs à 150 000 euros. Mais si vous faites le système de rachat partiel que je vous ai dit, eh bien là, vous en êtes exempté. Autre petit point bonus, et également qui n'est pas présent sur cette slide, c'est que si vous transférez l'encours d'une assurance vie sur un plan épargne retraite, eh bien vous bénéficierez du double de l'abattement fiscal. Attention, il faut que ça soit fait avant le 1er janvier 2023 et également il faut bien prendre en compte que contrairement à l'assurance vie, le plan d'épargne retraite constitue une solution un peu moindre en termes de disponibilité de fonds. Donc faites bien attention, pesez le pour et le contre, mais ça peut être une solution vraiment rentable pour ceux qui ont une assurance vie déjà supérieure à 8. Alors, en cas de décès du souscripteur maintenant, eh ben, si le bénéficiaire est le conjoint ou le partenaire, aucun frais de succession. Si c'est un autre bénéficiaire, alors là, on va avoir deux cas. Prime versée avant les 70 ans du souscripteur, vous allez avoir un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, puis vous allez être taxé à hauteur de 20%. Si maintenant les primes versées sont après les 70 ans du souscripteur, et bien là, vous aurez un abattement unique de 30 500 euros pour tous les bénéficiaires, puis capital versé dans l'actif successoral avec exonération des intérêts capitalisés. Au niveau de la fin du contrat, le contrat peut se terminer avant l'échéance en cas de 3 options. Résiliation pour non-paiement, je vous l'ai dit, vous avez une échéance de paiement possiblement à respecter. Donc, il va falloir respecter ces échéances-là. Sinon, le contrat peut être terminé. En cas de rachat total, je vous l'ai dit tout à l'heure, un rachat total entraîne la résiliation du contrat d'assurance vie. C'est dommage, donc il faut éviter. Et en cas de transfert vers un plan d'épargne retraite individuel ou vers une autre assurance vie. Je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez bénéficier du double de l'abattement fiscal en cas de versement sur le plan d'épargne retraite individuel. Mais attention, cela nécessite de faire le pour et le contre encore une fois. Et sinon, la fin du contrat se termine à la date d'échéance prévue si l'assuré est en vie à ce moment-là ou en cas de date du décès de l'assuré si vous êtes sur un contrat décès. D'autres cas, au niveau le cas où l'assuré est en vie à la fin du contrat, le versement par l'assureur d'un capital ou d'une rente est effectué au souscripteur ou au bénéficiaire. Ou alors, si l'assuré est décédé avant la fin du contrat, versement par l'assureur, toujours pareil, d'un capital ou d'une rente au bénéficiaire. Objectif 2022. Si vous êtes là, c'est pour que je vous parle bien sûr du produit de l'assurance vie, mais que je vous parle également du meilleur type d'assurance vie que vous pouviez avoir et de toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc maintenant qu'on a vu comment on peut en ouvrir une et en quoi ça consiste, où peut-on ouvrir une assurance vie? Je vous l'ai dit, vous pouvez l'ouvrir directement chez les assureurs, vous pouvez l'ouvrir chez les banques traditionnelles ou banques en ligne, vous pouvez l'ouvrir au travers de courtiers ou de robo-advisors. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, les assureurs, ils vous proposent des contrats classiques, généralement avec des frais supérieurs à la moyenne. Donc, on va peut-être l'éviter. Moi-même, j'ai ouvert au tout début, sans connaître, une assurance vie auprès de mon assureur et je tourne aux alentours de 4,5% de rendement, net de frais, mais pas net de fiscalité, bien sûr. Donc, net de frais, 4,5%, avec une inflation maintenant à 5%, et pourtant je suis sur un profil des plus dynamiques, on verra par la suite pourquoi. C'est pas super. Donc vous avez d'autres solutions, les banques et les courtiers qui peuvent être des intermédiaires auprès des assureurs. Ces courtiers en ligne ou ces banques peuvent négocier pour les épargnants des contrats avec des frais réduits et donc à des conditions intéressantes. Quels sont les intérêts pour l'assureur de faire ça? Ils ne s'occupent pas de tout ce qui est publicité de leur contrat. C'est les banques, les courtiers qui s'occupent de faire toute la pub. Ils ramènent des clients chez eux. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir des prix plus intéressants. Et enfin, on va avoir une dernière tendance, les robots advisors, ou en français, les robots conseillers. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est des intermédiaires automatisés via des logiciels qui vont être là en termes de gestion automatisée et qui vont vous placer votre capital
sur les solutions les plus rentables. Alors, ça peut paraître très futuriste, très faire peur même, mais il n'en est rien parce que ces robots advisors, eh ben, c'est forcément un logiciel qui a été développé par un humain pour cibler les meilleures opportunités, mais on voit qu'on a quand même une supervision humaine. C'est-à-dire que pour les solutions compliquées, par exemple, comment pourrais-je dire, en cas de crash, on a vu pendant le Covid, on a vu d'autres crashs boursiers qui pourraient intervenir, et on va avoir cette supervision humaine qui va pouvoir prendre la main directement sur ces robots conseillers s'il est nécessaire de le faire. Donc voilà, donc ça c'est les derniers types de produits. Alors au final, qu'est-ce qu'il va falloir étudier pour comparer ces différentes solutions? Premièrement, le choix d'un assureur solide. Ça, c'est non négociable. Vous pouvez avoir des solutions très intéressantes avec des frais très très réduits, mais un assureur qui n'a pas du tout les reins solides, qui menace d'être en faillite le mois prochain. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Deuxièmement, ça va être les frais. Nous, ce qu'on vise, c'est les zéro frais et le frais réduit. Donc le zéro frais pour les frais à l'entrée. Je vous l'ai dit, notre but, c'est pas de mettre 1000 € sur une assurance vie et d'avoir 100 € de frais qui s'abattent alors qu'on n'a même pas commencé, et donc d'avoir notre solution qui comporte déjà 900 €, plus que 900 € et donc un delta de 100 € à rattraper. Non, ça, c'est pas possible. On va pas viser ça en tant qu'investisseur. Zéro frais également sur les versements, les frais de rachat et les frais d'arbitrage entre supports. Toujours pour les mêmes raisons, on optimise notre rendement, et donc notre rendement passe par une diminution de ces frais, voire par une abstraction totale de ces frais. On le verra également sur une vidéo des intérêts composés. Si vous avez des frais qui sont appliqués annuellement à hauteur de 2-3% sur vos intérêts, ça peut paraître rien la première année si vous mettez 100 €, mais si on fonctionne sur les intérêts composés, vous allez voir qu'au fil des années, ça peut être des milliers d'euros qui vous sont déduits de vos intérêts. Et donc ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. On veut garder ces milliers d'euros. Et enfin, sur les autres frais, ça va être les frais de gestion. Donc ça, par contre, ça va pas être possible de les éradiquer, mais par contre, on va pouvoir choisir les solutions qui nous proposent des frais minimes. Généralement, ils se situent entre 0,5% et 5%. 5%, ça paraît pas, mais c'est vraiment, ça tabasse à la fin. Donc, il faut vraiment éviter et prendre des solutions moindres. Il faut toujours garder à l'esprit que vous, c'est une solution long terme. Les frais qui sont sur l'année 1 sera sur l'année 30. Et donc, dans 30 ans, vous allez voir que ça va être des milliers d'euros pour lesquels vous êtes passé à côté. Donc, réfléchissez maintenant pour votre futur. C'est très important. Et donc, ensuite, on va vérifier les fonds. Les fonds, comme je vous ai dit, on aura une part en fonds euros et une part en unité de compte. À vous de réaliser votre arbitrage selon votre profil risque. Et on va également vérifier le service client et les avis clients. Allez taper le nom de votre assureur, taper le nom du contrat avec les avis, tester le service client. C'est d'autant de points qui vous permettront d'être totalement tranquille une fois vos fonds versés. Je vous rappelle, le pire pour un investisseur, c'est de subir ses émotions. Donc si, en plus de voir un crash qui se passe, vous ne savez pas si votre assureur va faire faillite, si celui-ci, vous ne savez pas s'il va être joignable en ces moments-là, si vous avez des questions, laissez tomber, ne prenez pas ces personnes-là. Il faut que vous investissiez tranquillement. Alors, au niveau de la comparaison des meilleures assurances vie, j'ai trouvé pour vous ce petit tableau qui compare d'une part Yomoni, Nalo, Lynxea et Boursorama. Donc Yomoni, Nalo, ce sont des robots advisors. Lynxea, c'est un courtier en ligne, et Boursorama, c'est une banque en ligne. Pourquoi j'ai pas mis d'assureurs dans ces tableaux? Typiquement parce que je vous ai dit, les assureurs fonctionnent trop de frais, et pour moi, je ne passe pas par ces solutions-là. Maintenant, on va voir qu'on va avoir plusieurs lignes à étudier. La première, ça va être au niveau de l'assureur. Vous voyez que sur ces 4 produits, on a un assureur quand même que tout le monde connaît, à savoir sur Avenir, qui est par le Crédit Mutuel, Generali, que vous connaissez également. Donc, c'est un assureur qui a les reins solides. Au niveau des frais de versement,
0%. Je vous l'ai dit, c'est ça que je cherche. Je ne veux pas commencer avec un déficit. Ticket d'entrée. Vous allez voir que du coup, sur les 3 premiers, on va avoir un ticket d'entrée qui est de 1000 euros. 1000 euros, ça peut paraître élevé, mais pour des solutions comme celle-ci, c'est vraiment un ticket d'entrée très raisonnable. Et c'est aussi pour ça que je vous ai mis Boursorama en comparaison, c'est que Boursorama possède un ticket bien inférieur de 300 euros. Donc si vous avez une bourse un peu plus modeste, et bien ça vous permet d'enclencher votre assurance vie, de déclencher votre ancienneté fiscale sur cette assurance vie à moindre frais et de, pourquoi pas, verser un capital un peu plus important dans les années futures si votre situation évolue. Voilà pourquoi. Et au niveau des frais de gestion, vous voyez qu'à chaque fois, on a un découpage qui s'effectue en 3, c'est-à-dire que vous avez toujours les frais de gestion de l'assureur de base, vous avez les frais de gestion du courtier ou du robot advisor ou de la banque en ligne, enfin, du moins de l'intermédiaire par lequel vous passez pour avoir cette solution d'assurance vie. Et vous avez également les frais de tracker, ce sont les frais itinérants pour placer votre capital pour qu'il y ait un rendement. Voilà, donc vous pouvez voir que on a YouMoney qui se présente quand même pas mal, 1,60%, un suivi de Nalo à 1,65%. C'est quand même des frais assez faibles et d'où l'intérêt de ces robots advisors parce que vous le savez, du coup, moins de personnes nécessaires derrière l'écran, même s'il y a une supervision humaine, mais cette supervision va s'effectuer peut-être sur 10, 20 contrats ou plus, au lieu d'avoir une personne par contrat ou par fonds de placement. Et donc, vous voyez que Linksea, par contre, on va déjà être quasiment, bon, pas totalement au double, mais on va avoir sur le 2,70 ou 2,81% par an. Et pareil, sur des banques en ligne Boursorama, 2,75%. Nombre de profils. Là, c'est tout l'intérêt. Je vous l'ai un petit peu évoqué précédemment, mais le profil est super important. Vous pouvez avoir, selon votre profil, un rendement faible si vous décidez d'avoir un profil peu risqué, donc qui va être plutôt dirigé vers des fonds euros. Et plus vous allez aller sur des profils risqués, plus votre rendement est assujetti à forcément être plus élevé. Alors là, l'intérêt des robots advisors, vous voyez, ou même de Boursorama, c'est que YouMoney ou Boursorama vous propose jusqu'à 8 et 10 profils différents. C'est-à-dire que vous pouvez choisir votre profil risque et vous pouvez choisir d'être plus sécurisé ou plus dynamique. Ça, vous avez le choix. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Au niveau de la performance 2021, vous voyez que les robots advisors ont des performances très raisonnables. Alors pourquoi on dit de 1,6% à 22,7% pour YouMoney? Tout simplement parce que ça va dépendre du profil risque que vous avez choisi. Donc vous voyez que plus vous avez un profil élevé, plus le rendement est important. Et également, vous observez pour Nalo un rendement tout à fait correct, bien qu'il est moindre que YouMoney. Et vous avez des rendements similaires pour le courtier en ligne Linksea et pour la banque en ligne Boursorama. C'est des rendements qui sont quand même sur des profils élevés à 9%, donc qui restent au-dessus de l'inflation. Donc c'est-à-dire que c'est très bien pour nous, notre argent travaille, on perçoit des intérêts et donc c'est très bien. Malgré tout, vous voyez que selon la solution, vous pouvez quand même passer de 9% à 22,7%. C'est-à-dire que vous pouvez quasiment faire un x2, x2,5. C'est non négligeable. Alors par contre, j'attire votre attention, les performances passées n'indiqueront jamais les performances futures. C'est une bonne indication pour nous, pour lesquelles se baser et choisir notre contrat, mais il faut en aucun cas partir sur les performances passées seront les performances futures. Parce que alors là, on ne sait pas ce qui peut se passer, un crash boursier, un Covid qui sort de nulle part, honnêtement, vous ne pourrez pas savoir, donc bien faire la part des choses. Mais du coup, on peut se baser sur cette tendance. Alors au final, qu'est-ce que je choisis? Moi, j'ai choisi de me baser sur des robots advisors. Pourquoi? Je vous l'ai dit en milieu de vidéo, je suis passé au tout début par un assureur, je me suis fait assassiner par les frais, je le laisse toujours courir parce que je veux bénéficier de cette ancienneté pour mes intérêts perçus, mais je me suis fait assassiner, j'ai un rendement pas terrible de 4,5%, et donc j'ai cherché pour vous et pour moi bien sûr une meilleure performance en tant qu'investisseur ces dernières années. Et donc du coup, je suis passé chez YouMoney. Pourquoi? Pour plusieurs raisons.
Premièrement, parce que Yomoni est français. Et oui. Et donc, Yomoni, en tant que français et en tant que également organisme, possède en plus de ça l'agrément SGP délivré par l'AMF. SGP, ça veut dire Société de gestion de portefeuille, il me semble, et l'AMF, c'est l'autorité de mise sur le marché. Donc, c'est tout ce qui contrôle et qui permet de réguler justement les entreprises, les sociétés comme Yomoni. Et le fait que Yomoni possède cet agrément-là, et ben moi, ça me rassure. Souvenez-vous, tranquillité d'esprit, et ben vous pouvez réfléchir à d'autres choses, même peut-être réfléchir à un autre type d'investissement. Pourquoi Yomoni? Deuxième raison, c'est les frais réduits. Vous le voyez, 0% sur le versement et 1,60% en frais de gestion. Personnellement, j'ai pas trouvé autre chose qui possède des frais moindres avec les mêmes garanties que je vous propose, l'agrément, l'assureur solide, le service client, etc. Également, troisième raison pourquoi j'ai choisi Yomoni, c'est la diversification du robot advisor. L'avantage, c'est qu'il va me mettre mes fonds sur 5 actifs différents, qui soient monétaires, au niveau des obligations d'État, au niveau ou d'entreprise, au niveau des actions et au niveau des matières premières. Souvenez-vous, en tant qu'investisseur, si vous n'avez pas vu notre vidéo sur la gestion des finances personnelles, je vous remets un petit lien. Il faut diversifier ses investissements, puisque un domaine particulier, si je prends par exemple les matières premières, elles vont performer dans le cadre d'inflation, mais quand tout se passe bien, elles vont peut-être sous-performer contrairement à d'autres. Donc l'avantage d'avoir une dilution de ce risque sur 5 actifs, forcément, c'est que je suis à peu près sûr que mes gains, mes intérêts ne seront pas touchés ou ne seront pas autant touchés que si j'avais tout misé sur un seul domaine, sur un seul actif. Et donc, dernier point, ça va être les avis clients. J'ai fait le tour du service client. Les avis clients, le service client est quand même assez facile. On a un retour assez rapide. Moi-même, avant de m'engager chez Yomoni, j'ai fait un petit appel pour tester, pour voir en combien de temps je pouvais avoir un rendez-vous, qu'est-ce qu'ils avaient à me dire. Je suis globalement satisfait de ce qu'ils m'ont présenté. Peut-être que cette notion évoluera au fil du temps, mais je ne manquerai pas de vous le dire dans de prochaines vidéos, bien sûr. Également, je pourrais faire des vidéos futures sur le rendement que j'ai observé via mon contrat en comparaison, par exemple, avec le contrat que j'ai chez un assureur. Ça sera prévu, ne vous inquiétez pas. Alors maintenant qu'on a vu qu'est-ce qu'une assurance vie, comment ça fonctionne en termes de fiscalité et de succession, que je vous ai dit mon choix personnel, et encore une fois, c'est mon choix personnel, faites vos propres recherches et également vos propres décisions. N'oubliez pas que moi, je suis là que pour vous présenter ce que j'utilise personnellement, mais je ne suis pas un conseiller financier. Donc, faites votre propre simulation. Mais en attendant, je veux vous fournir une vidéo la plus complète possible. Et donc, cela va passer par une simulation d'ouverture d'assurance vie chez Yomoni. Alors, on se retrouve tout de suite de l'autre côté de l'écran. Ok, donc là, on se retrouve sur le site de Yomoni. Je vous mettrai forcément le lien d'accès avec un code de parrainage que j'ai pu avoir via le site Yomoni. Code de parrainage, je vous le rappelle, le parrainage, c'est pour qu'il y ait du gagnant-gagnant entre vous et moi. Je vous parle du produit que j'utilise, donc forcément, c'est que j'en suis satisfait. Mais en aucun cas, Yomoni ou quelque raison que ce soit, parce que je vous fournirai aussi, si vous voulez, par Boursorama, un code de parrainage. En aucun cas, ces deux solutions me paient pour tourner cette vidéo. C'est simplement des solutions que j'utilise personnellement, rien de plus. Alors, on se retrouve sur la page de Yomoni et on peut voir qu'on va avoir différents éléments sur lesquels cliquer. Et là, on va voir pour simuler votre projet. Donc, nous, vous voyez que Yomoni, en fait, et c'est ça aussi que j'apprécie chez Yomoni, c'est que on peut ouvrir plus qu'une assurance vie, on peut ouvrir une assurance vie, un PEA, un compte titre. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas ce que c'est un PEA ou un compte titre, je ferai bien évidemment des vidéos dessus. Donc pour ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des vidéos en activant la cloche. C'est très important, sinon vous ne recevrez qu'une partie des vidéos. Et n'hésitez pas, si vous avez appris quelque chose, j'espère, de laisser un j'aime et un commentaire.
afin de me dire si vous avez des questions et qu'est-ce que vous voulez voir en plus dans nos prochaines vidéos. Alors vous avez ces solutions-là, mais vous avez aussi le plan d'épargne retraite dans lequel on avait évoqué. Et voilà globalement pour ces solutions. Donc nous, on veut ouvrir une assurance vie. Alors maintenant, vous allez avoir le questionnaire qui va vous permettre à YoMoney de savoir si vous pouvez ouvrir une assurance vie et à quel profil est le plus adapté à votre situation. Donc là, il vous demande quel est votre projet d'investissement. Bon, fructifier mon épargne, préparer un achat important, transmettre mon patrimoine, épargner en cas de coup dur, prévoir ma retraite, ouvrir un compte enfant. Je vous le rappelle, vous pouvez ouvrir une assurance vie dans le cadre par exemple de déblocage de fonds de l'étude de vos enfants. Bon, moi c'est pas le cas. Je veux faire fructifier mon épargne. Ok, question suivante. Quel montant souhaitez-vous placer chez YoMoney? Vous avez vu que YoMoney, je vous ai présenté, le montant minimum est de 1000 euros. Bon, pour l'exemple, je vous mets 1000 euros minimum. Quel montant régulier souhaitez-vous placer chaque mois? L'avantage de l'assurance vie, et c'est là aussi où on cherche à avoir des frais 0% sur les versements, c'est que vous pouvez faire un versement initial, obligatoire, mais vous pouvez faire des versements réguliers, chaque mois par exemple, pour vous forcer à épargner une partie de votre salaire tous les mois et donc faire fructifier ce capital-là tous les mois. Et bien, vous pouvez programmer des versements réguliers. Moi, par exemple, ce que j'ai effectué dans un premier temps, je compte l'augmenter par la suite, mais dans un premier temps, j'ai mis par exemple 150 euros par mois de verser automatiquement sur le compte YoMoney. Dans combien de temps souhaitez-vous profiter de cet investissement? Là, je vous l'ai dit, nous, c'est une solution, l'assurance vie qui est moyen-long terme. Moi, j'ai 27 ans, je cherche à faire fructifier mon capital actuel dans le but de préparer ma retraite. Et donc, typiquement, je peux dire que je souhaite profiter de cet investissement dans 30 ans, ou plus, si je veux 40 ans, peu importe. Donc, allez, je mets 40 ans. Voilà, donc là, vous voyez l'erreur, et ça doit être entre 2 et 30 ans maximum. Oui, forcément, parce que au-delà de 40 ans, si vous avez 20 ans, vous approchez déjà de la retraite, et ça ne va pas être possible d'ouvrir un contrat. Mais au moins, comme ça, vous avez vu l'exemple. Donc, 30 ans, le maximum. Allez. Êtes-vous résident fiscal français? Oui. Quel type d'investissement recherchez-vous? Là également, je ne vous en ai pas parlé, mais pourquoi une des raisons pour lesquelles vous pouvez choisir YoMoney, c'est que YoMoney, et de plus en plus de solutions, on va vous les proposer, c'est que vous pouvez investir sur des événements éco-responsables uniquement, ou alors allouer une partie vraiment fixe sur ces solutions-là. Ça peut être une solution que vous recherchez, à savoir tout de même, encore une fois, les performances passées ne font pas celles du futur, mais moi, quand j'ai étudié, les performances passées, même si on a peu d'historique parce que c'est tout nouveau, je crois que c'est 1 an ou 2 chez YoMoney et aussi sur les autres assureurs, les performances sont quand même assez moindres que si on passe sur un investissement classique. Donc là, je ne vais pas vous dire les réponses parce que de toute manière, comme les réponses précédentes, elles sont totalement subjectives. YoMoney, et c'est aussi pour ça qu'ils ont l'agrément AMF, ils doivent savoir un peu plus sur leurs clients pour leur permettre d'un suivi personnel et également pour éviter que des personnes qui ne connaissent pas grand-chose à une assurance vie, à l'investissement de manière globale, ne s'engouffrent dans un puits financier sans fond. Donc vraiment là, ça va être vraiment pour vous aider à déterminer votre profil risque. Donc j'ai passé pas mal de questions qui sont personnelles, donc pour lesquelles vous auriez vos propres réponses et pour lesquelles vous aurez un profil risque adapté. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de renseigner votre adresse mail pour recevoir la simulation et pour ensuite pouvoir ouvrir votre assurance vie. Donc voilà, vous pouvez rentrer votre adresse mail, vous cliquez sur continuer et vous allez recevoir dans votre boîte mail la simulation. Voilà, donc maintenant que la simulation est faite, que vous allez recevoir votre simulation dans votre chez votre adresse mail, on va pouvoir faire un petit peu un tableau récapitulatif de ce qu'on a appris dans cette vidéo. À savoir, du coup, l'assurance vie, qu'est-ce que c'est? Quel type de produit on peut avoir? Je
vous l'ai dit, vous avez soit un contrat vie, soit un contrat d'essai, ou soit un mix des deux, contrat vie et décès. L'avantage de l'assurance vie, c'est qu'on va avoir une constitution de capital, un complément de revenus qui peut arriver, soit à une horizon proche avec le rachat partiel, attention à la fiscalité, ou soit horizon lointaine, pareil avec le rachat partiel et bénéficiant d'une fiscalité moindre, voire de l'abattement dans les 4 600 € pour un célibataire et 9 200 € pour un couple. Et donc l'avantage du coup, c'est cette niche fiscale également en cas de succession. Le type de gestion, vous avez la gestion libre, c'est vous qui gérez. Gestion pilotée, on le pilote pour vous, mais vous pouvez mettre en place les arbitrages automatiques et guider également votre assureur sur les fonds que vous voulez placer. Vous avez la gestion profilée et la gestion à horizon. Donc ça, c'est des gestions plus automatisées sur lesquelles vous n'avez pas de mainmise vraiment sur le contrat, à part faire les rachats et clôturer un contrat. Et également les versements, bien sûr. Au niveau des types de frais, il faut bien faire attention à ces frais. Vous aurez des frais de dossier, des frais d'entrée, des frais de gestion et des frais d'arbitrage. Nous, on vise le zéro frais. Donc les frais de dossier, frais d'entrée, frais d'arbitrage, essayez que ça soit à zéro. Les frais de gestion, il y en a toujours forcément. Une société, il faut que ça vive, il faut qu'elle puisse payer ses salariés. Donc forcément, c'est logique qu'il y en ait. Par contre, je ne veux pas qu'on se goinfre sur mon dos. Donc je prends des frais réduits. Au niveau du type de rémunération, vous avez plusieurs rémunérations possibles, soit un versement sur des fonds euros, capital garanti, souvenez-vous, parce qu'on est sur des investissements type obligation. Par contre, qui dit capital garanti dit rendement plus faible. Pour rappel, 1,30% à 1,50% net de frais, et donc pas net de prélèvements sociaux, sur les fonds euros pour 2021. En unité de compte, là par contre, on va avoir un profil plus risqué, puisque on va avoir l'assureur qui va nous garantir les unités de compte, mais pas la valeur. Donc c'est-à-dire que vous pouvez perdre en capital, et donc vous avez cette notion de risque. Qui dit notion de risque dit notion de rendement plus élevé, hypothétique. Et enfin, vous avez la dernière solution qui combine les deux précédents, fonds euros, unité de compte, pour lesquels vous pouvez mettre en place un arbitrage automatique de sécurisation des plus-values, par exemple. Enfin, la fiscalité, c'est ce qui nous intéresse le plus. Souvenez-vous, depuis fin 2017, pour les contrats de moins de 8 ans, vous avez 30% de flat tax, donc de prélèvement forfaitaire unique, composé de 12,8% d'impôt sur le revenu et de 17,2% de prélèvements sociaux. Pour les contrats de plus de 8 ans, alors là, on va avoir deux conditions. Soit vos intérêts sont perçus, sont inférieurs à 150 000 €. Dans ce cas-là, vous avez 24,7% de taxes, puisque vous bénéficiez de ce fait-là d'un abattement fiscal sur l'imposition sur le revenu. Et si votre contrat a plus de 8 ans, mais que vous avez perçu plus de 150 000 € d'intérêt, et bien là, vous allez payer la PFU de 30%, comme pour un contrat de moins de 8 ans. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour nous, investisseurs, je vous rappelle, zéro frais. On vise un contrat de plus de 8 ans. Après, vous pourrez effectuer des rachats partiels avec des montants inférieurs à l'abattement. Comme ça, ça vous permettra de ne pas payer d'impôts sur ces éléments, sur ces intérêts-là. Et également, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Essayez de privilégier des courtiers ou des solutions qui fournissent une dilution du risque, qui va plutôt mettre votre capital sur 3 à 5 classes d'actifs minimum. C'est vraiment bien. Comme ça, s'il y a un pépin, au moins les autres classes d'actifs pourront compenser ce delta et vous aurez soit la même plus-value, ou soit au moins vous aurez une plus-value inférieure à ce que ça aurait pu être si vous n'étiez pas sur l'actif sous-performant, mais au moins cette sous-performance sera diluée. Voilà, j'espère que vous avez appris un maximum d'informations. Si c'est le cas, et pour me remercier, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On commence tout juste à évoquer des sujets clés comme ceci sur l'investissement. Il va y avoir de nombreux autres, donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour avoir toutes les notifications de sortie en temps réel des vidéos.
Et bien sûr, si vous avez appris, vous connaissez le deal, si vous avez appris quelque chose, vous laissez un petit j'aime, un petit commentaire sur ce que vous avez aimé, sur les questions que vous avez, parce que forcément c'est un sujet compliqué, vous allez en avoir. Et également, vous laissez un commentaire sur les sujets que vous voulez que je traite plus tard. N'hésitez pas. Voilà, c'était Mathias. Bonne fin de journée à tous. À bientôt.